Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on parle des reptiliens, le plus fantastique des complots. Pourquoi on va parler des reptiliens ? Peut-être parce que l'humain ne serait pas la race la plus évoluée à peupler la Terre. Peut-être parce que des créatures mi-hommes, mi-reptiles, vivraient parmi nous. On boit un cerf de guéri. Ou alors ces reptiles humanoïdes, ou reptiliens comme ils sont appelés. Ils sont passés le maître dans l'art de la dissimulation. Grande Saumon, Organisation internationale, c'est l'une des autres grandes stars du complot. Les grandes stars du complot sont à la botte de cette race à sang-froid. Je crois qu'il y a deux théories. Il y en a qui disent qu'ils viendraient d'une planète lointaine, qui viendraient sur Terre pour piller nos ressources, asservir la race humaine, se jouer des esprits faibles. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont là depuis toujours. Ces reptiliens seraient des descendants directs des dinosaures. Résultat d'une évolution des espèces. Ces reptiliens se seraient cachés dans les entrailles de la Terre. Bon, c'est une théorie conspirationniste du genre fantastique. L'idée d'une domination du monde par des reptiliens, ça s'est nourri aussi de toute une littérature de science-fiction. Et dans Tous Parano, on va s'intéresser à ces reptiles humanoïdes. Pour nous, c'est l'occasion de mettre le doigt sur la spectaculaire confusion qui s'opère aujourd'hui entre la fiction et le réel. Allez, on va s'amuser. Comme si des reptiliens s'amusaient à nous contrôler. Mais pourquoi faire d'abord ? Pour vous exploiter malgré vous et aspirer votre énergie pour assurer l'éternité de notre espèce, De votre espèce. De la leur d'espèce, aux reptiliens, je veux dire. Oui, non, mais ça, j'ai cru comprendre que c'était leur délire, mais c'est débile. Ouais, c'est clair, ouais. Le pire, c'est quand t'es en soirée et que tu lances ce sujet. Alors par exemple, vous croyez qu'on est dirigé par les reptiliens ? Bah alors là, tout le monde est intéressé. Ah ouais ? Ah bah oui, c'est croustillant. Tous parano. Commençons par les origines. Les origines. Les mythologies du monde entier évoquent des créatures d'apparence reptilienne. Au Japon, par exemple, on trouve ce qu'on appelle les kappas. Des monstres mi-hommes, mi-tortues, parfois mi-grenouilles. Ça vit dans les rivières, surtout dans le nord du pays, et ça terrorise la population. En Mésopotamie, les Sumériens déjà parlaient de créatures comparables à des dieux. Des créatures donc à l'apparence reptilienne, nommées Anunnaki. Ah, les Anunnaki, ça c'est important. Finalement, dans la Genèse, le serpent qui offre la connaissance à Adam et Ève, ne serait-il pas la parabole de la présence originelle des reptiliens parmi nous ? Oui, on t'en pose des questions aujourd'hui. J'ai fait mon catéchisme. Bon, après on en trouve partout, culture mythologique aussi, il y a des dragons, des serpents. Et à Cécrops quand même. Ça c'est dans la mythologie grecque, on raconte que Cécrops était né de la terre elle-même. C'était le premier roi d'Athènes en fait. Moitié supérieure qui avait la forme d'un homme, et la moitié inférieure qui était en forme de serpent. Parce que c'est plus pratique. Vous pouvez imaginer, vous qui nous écoutez, plein d'utilisations possibles de votre corps si la moitié inférieure est un serpent. Je sais pas, vous pouvez imaginer que vous faites 4-5 mètres, et imaginez d'un coup comment votre espace, votre maison, votre appartement en ce moment serait utilisé d'une autre manière. La fée Mélusine, dans les légendes arthuriennes, un corps mi-serpent, mi-femme, serait aussi un clin d'œil aux reptiliens. Je vous laisse aussi imaginer comment ça se passerait chez vous, comme ça, si votre partenaire était mi-homme, mi-femme, mi-serpent. On a compris, Gaël, tes fantasmes, ton imaginaire érotique. C'est ça, à partir d'écailles. L'animal à sang froid. Parce que c'est quand même au centre un peu de tout, quoi. Nous sommes des mammifères à sang chaud. Les reptiliens sont à sang froid. C'est vrai, je vois que tu as bossé le sujet. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, par la suite, ces mythes et légendes sont une source d'inspiration pour de nombreux auteurs. Les kappas japonais, on les retrouve dans les mangas. Sans parler de la littérature fantastique occidentale, qui a quand même largement pioché dans ces légendes indo-européennes et en premier lieu, quelqu'un que tu admires. Lovecraft, dès les années 20, il parle d'hommes reptiles qui cohabitent avec des humains et qui peuplent les entrailles de la Terre. Donc on est vraiment là-dedans. Une idée qui a été aussi popularisée par Edgar Rice Burroughs, le père de Tarzan. Le cycle de Pellucidar. Mais je vois que tu connais cette œuvre fantastique bâtie sur l'idée que la Terre pourrait être creuse. Oui, dans les romans de Burroughs, on a cette zone qui n'aurait pas évolué depuis des temps immémoriaux.
Est-ce que tu réalises que ce que nous sommes en train de voir a disparu de la surface de la Terre depuis plus d'une centaine de milliers d'années? Mais s'ils nous attaquent! Attaquer? Quelle sottise! Courez, mon oncle! Courez! Tous parano. Les reptiliens tels que le conspirationnisme l'entend, ça provient des écrits de l'auteur Brett Steiger dans son livre « Les soucoupes volantes sont hostiles », ça s'est sorti en 67, donc, dans lequel l'auteur il était persuadé que les ovnis voulaient anéantir l'espèce humaine. Lui il est d'ailleurs ufologue, Brett Steiger. Et donc, comme certains types d'extraterrestres, les reptiliens ont pour but la soumission et la destruction de l'espèce humaine. Encore plus profondément dans la culture pop, Star Trek. Dans les années 60, le phénomène Star Trek où des reptiliens apparaissent, le capitaine Kirk étant lui-même attaqué par un Gorn. Non, un Gorn, là. Un Gorn, c'est un extraterrestre vivant sous terre. Extraterrestre, reptile humanoïde, ça peuple les productions, notre imaginaire, il y en a partout, dans la littérature comme dans la conspiration. Les deux théories cohabitent, se croisent même, les reptiliens d'origine cosmique, les extraterrestres, et les reptiliens d'origine terrestre, et même infraterrestre, ceux qui viennent des entrailles de la Terre. Oui, c'est comme ça qu'on va développer un peu le podcast, Deux théories pour tous parano. Tous parano, Tous parano. Commençons par les reptiliens d'origine cosmique. Ah oui, s'il te plaît. Déjà parce que c'est la théorie la plus répandue. Faisant suite à la littérature de science-fiction comme on l'a vu dans les années 60, cette théorie se nourrit aussi de toute la culture New Age que tu adores. Tu vois, t'es pieds nus dans l'herbe et puis t'as l'impression d'être connecté aux choses de la vie. Une théorie des reptiliens cosmiques qui cherche à expliquer les origines de l'espèce humaine par une intervention extraterrestre. Oui, alors là on peut penser à la théorie des anciens astronautes. Bon, cette spéculation pseudo-scientifique et ufologique, qui est largement diffusée dans les médias, vous allumez des chaînes de la TNT qui vont vous diffuser régulièrement la théorie des anciens astronautes. J'en ai mangé quelques heures. Est-il possible que des extraterrestres soient venus sur Terre il y a des milliers d'années, qu'ils nous aient fourni la technologie nécessaire à la construction des pyramides et d'autres monuments, et qu'ils se soient croisés avec nous, les humains? Avons-nous des ancêtres venus des étoiles? Bienvenue dans le monde étrange de la théorie des anciens astronautes. C'est formidable. C'est fascinant, on vous raconte une nouvelle histoire de la Terre, de l'humanité. Les Égyptiens ou les Aztèques ont été en contact avec des extraterrestres, ce qui comble pas mal de questions, telles que les pyramides. On est fasciné par ce degré d'excellence sur un plan architectural. La réponse est toute faite. Il y a eu une transmission de connaissances extraterrestres. Ces visiteurs cosmiques qui seraient venus apporter sur Terre le savoir dans les domaines de l'écriture, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine. Parce que c'est des mecs cool, et qui se disent, moi, je connais plein de choses. Et eux, je vais leur apprendre ça, eux qui sont en train de gratter de la terre. Je vais vous apprendre l'agriculture, je vais vous apprendre ce que c'est que Dieu, je vais vous apprendre à vivre. Ces êtres, technologiquement plus avancés que l'homme, seraient devenus au fil des siècles des dieux, et pour certains même, seraient à l'origine de notre existence grâce à la manipulation génétique. Écoute, Parano, t'as mis que ton casque en aluminium, j'espère. J'ai tout ce qu'il faut. Ah oui, est-ce que les extraterrestres, ils vont lire dans nos oreilles? Alors c'est un vrai édifice culturel que cette théorie des anciens astronautes. Le premier pilier de cet édifice, Zecharia Sitchin, un écrivain new-yorkais d'origine soviétique. Tu m'avais prêté le bouquin. Qui invente, si tu t'en souviens bien, dans les années 70, des récits qui sont à la croisée de la fiction, de la science et de l'histoire. Des ouvrages où il expose en tout cas des théories sur l'origine de l'humanité, fondées sur, c'est ça qui est original aussi, sur des traductions vraiment personnelles de tablettes cunéiformes de l'époque pré-babylonienne. On parlait tout à l'heure des Anunnaki. Sitchin, finalement, attribue la création de l'humanité à ces divinités sumériennes de Mésopotamie qu'il présente comme extraterrestres. Venus sur Terre pendant la préhistoire, ces extraterrestres, ils auraient été divinisés par les premiers hommes. Les Anunnaki, ils auraient créé l'Homo sapiens en croisant leurs propres gènes avec ceux de l'Homo erectus, pour ensuite l'utiliser comme esclave pour l'extraction de minerais terriens.
La Mésopotamie serait la première colonie terrienne de ces visiteurs venus de l'espace. La Mésopotamie, c'est l'Irak. Hein. C'est le bazar, ça que tu veux dire? Non, mais c'est l'Irak-Iran, enfin c'est par Oui, là-bas. on est dans hein. cette zone là, ouais. Un petit précis géographique. Oui. Parce que je sais que tu aimes les cartes, tu es cartophile peut-être. Je suis cartophile. Ah, on ne dit pas ça comme ça, parce que cartophile, ils aiment les cartes de vœux, les cartes postales, pardon. J'adore les cartes. Bah ouais, les cartes, ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, je regardais une carte la traduction du gaélique en anglais littéraire des noms de comtés d'Irlande. C'était passionnant. Pour briller en société, écoutez tous Parano. On peut aussi parler de David Icke, la référence mondiale en la matière, et l'inventeur finalement de l'appellation reptile humanoïde. David Icke, un personnage hors du commun. Ouais, c'est le mec qui s'habille tout en violet, là. Un ancien footballeur professionnel. Ouais, il était gardien de but. Il a été ensuite commentateur sportif pour la BBC, puis homme politique. Mais oui, il a été porte-parole du Parti vert britannique. À la fin des années 80, Icke se tourne vers les médecines alternatives parce qu'il cherche un traitement contre l'arthrite. Et donc ça l'amène à rentrer en contact avec un médium qu'il prend sous son aile. Ça sent pas bon déjà. Oui, parce qu'on peut dire qu'au bout d'un moment, finalement, il le maintient sous son emprise. L'initie à l'ésotérisme, New Age. Ça vous dit de vous mettre pieds nus dans l'herbe folle? Tout nu. Pieds nus, tout nu. Oh, mais on commence pieds nus, gentil. Et puis normalement, à la fin du stage... Je veux pas savoir. Bon, en tout cas, cette initiation à l'ésotérisme New Age fait en sorte que la vie de David Icke bascule. Ça vous dit de vous mettre pieds nus dans l'herbe folle? Pieds nus, tout nu dans l'herbe folle. Tout nu. Dans l'herbe folle. Ça vous dit de vous mettre Dans l'herbe folle. Dans l'herbe folle. En 91. David Icke, lors d'une de ses apparitions sur la chaîne nationale britannique, Entièrement vêtu de pourpre, comme tu le disais tout à l'heure. il déclare être le fils de Dieu. Alors il devient immédiatement la risée des tabloïds anglais, et il est contraint de quitter le Parti vert, parce qu'évidemment... C'est quand même un politicien, enfin. Viré du Parti vert, il se consacre à enquêter à plein temps sur ceux qui contrôlent vraiment le monde. Là, il élabore une théorie. Les reptiliens sont au sommet. Au niveau intermédiaire, on retrouve les suspects habituels, ONU, groupe Bilderberg, les Illuminati, les francs-maçons, la Banque mondiale, le système bancaire, les armées de toutes les nations du monde forment un puissant réseau qui serait nommé la confrérie babylonienne. Babylonian Brotherhood, comme il dit. À la base, on nous retrouve nous, les terriens normaux. Il va même plus loin, notre ami David Icke. En 1993, il sort un livre, Le plus grand secret, le livre qui transformera le monde. Ça, c'est bien comme titre. Tu parlais de Brad Steiger tout à l'heure. C'était pas inutile, puisque finalement, David Icke reprend les principes du roman. Oui, et puis d'une manière générale, je te prierai de croire que quand je dis quelque chose, ce n'est jamais inutile. Oui, pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Tous parano. Je parlais d'un roman, tu m'as pas laissé, alors je reprends. Et donc, en 93, il publie ce livre. Mais ouais, le plus grand secret, le livre qui transformera le monde. Alors, dans ce livre, on lit quoi? On lit que les reptiliens humanoïdes sont des résidents permanents sur Terre. C'est différent des anciens astronautes, Ils restent. Ils sont là, toujours. Ils ont la capacité de changer d'apparence. Et même, ils peuvent prendre forme humaine pour nous duper. Ils sont même de la constellation Draco, croit savoir David Icke. Il en sait les choses. Et il affirme que ces extraterrestres sont en fait des Anunnaki. Comme Zakaria Sitchin. Oui, dont tu nous parlais tout à l'heure. Une nouvelle référence aux mythes mésopotamiens. Ils se sont reproduits, croisés avec les humains à travers l'histoire. David Icke, il publie presque un livre par an depuis le début des années 90 pour alimenter sa théorie. Il parcourt la planète pour des conférences, il réunit une communauté de fans. Son grand coup d'éclat quand même, il le réalise suite à la mort de Lady Di. David Icke. C'est quoi le vin? Serre de guéri. David Icke. Il publie une interview de Christine Fitzgerald. Attends, une confidente de la princesse de Galles, Christine Fitzgerald. C'est pas n'importe qui. Oui, c'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va confier à David Icke que les membres de la famille royale étaient des extraterrestres reptiliens. Voilà ce qu'elle fait. Elle aurait pu tenir sa langue, fût-elle fourchue. Bref, Christine Fitzgerald, confidente de Lady Di, qui confie à David Icke, ancien élu vert britannique, qui dit être le fils de Dieu. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Les Windsor seraient en fait des reptiliens. Elle a raconté quand même qu'ils se métamorphosaient. Et voilà. Il y a aussi la famille Rothschild.
Barack Obama, Madonna, David Icke. Il affirme que George W. Bush se serait même transformé en lézard dans le bureau ovale. C'est pas une question, je suis démocrate, je suis républicain. Ce qui est le point commun, c'est je suis président des États-Unis et je suis reptilien. Vous avez remarqué que ça s'est contracté un petit peu le monde depuis le 11 septembre. La politique étrangère des États-Unis serait le produit d'une conspiration reptilienne. D'apparence humaine quand ils le veulent, il n'en reste pas moins des prédateurs qui tirent leur force de notre souffrance. Ces reptiliens, qu'est-ce qu'ils mangent et est-ce qu'ils nous mangent nous? Est-ce qu'ils boivent du sang humain? Est-ce qu'ils se délectent de cerveau humain? Ah ouais, ça ils le font. Avec une appétence pour celui des enfants. Un cerveau pas encore trop développé d'abord, hein. On ne sait pas, mais peut-être que la synapse a mauvais goût. En tout cas, ce sont de vrais reptiliens vampires. Cette race reptilienne cosmique aurait pu préserver sa tranquillité et sa pureté en vivant dans les entrailles de la Terre. Et ça fait écho à des idées populaires chez les adeptes de la théorie des reptiles humanoïdes infraterrestres. Je propose d'en parler maintenant. On a déjà fini les reptiliens extraterrestres. Toi, t'es un petit peu déçu, t'aurais aimé voir plus d'ovnis. Ils nous ont quand même mangé le cerveau, ils nous ont quand même retourné la tête, et ils ont quand même créé le 11 septembre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, maintenant il faut entrer dans les entrailles de la Terre. Ok. Ouais, moi je suis parano. Vous écoute, tous parano. Oula. On est où là? Nous voilà dans les profondeurs de la Terre. Ça c'est vrai que c'est creux. Étonnant. C'est là que vivent un second type de reptiliens. Justement, avant d'aller plus loin, peut-être qu'il faudrait définir la théorie reptilienne infraterrestre. Là, tu veux aller trop vite dans les entrailles de la Terre. Oui, par opposition à la théorie cosmique extraterrestre. Ici, l'origine des hommes, lézards, est terrestre. Des créatures qui seraient la seule véritable espèce évoluée originaire de la Terre. Ah ouais, cette espèce aurait donc perduré quelque part sur ou dans notre planète, et aujourd'hui bien plus évoluée que nous, parce qu'ils auraient pris des millions d'années d'avance. Ces reptiliens vivraient à l'abri des regards. L'Antarctique, le pôle Nord, le Tibet, le Pérou ou le Mont Shasta en Californie. J'adore. Tous ces lieux seraient l'entrée d'un royaume souterrain connu sous le nom d'Agartha. Bon, d'où ça vient tout ça? Jules Verne. Voyage au centre de la Terre, tout le monde y pense, quoi. Voilà, on est un petit peu obligé d'en parler. Pour ceux qui sont un peu plus geeks, Richard Sharpshaver. Richard Sharpshaver. Dans les années 40. Amazing Stories. Ah, Amazing Stories, ouais. Qui ont beaucoup fait pour la propagation de la théorie selon laquelle une race supérieure préhistorique avait bâti un réseau de cavernes dans les profondeurs de notre planète, l'Agartha, comme tu l'as dit. L'Agartha présentait comme un monde idéal, dépositaire de connaissances ou de pouvoirs surnaturels. C'est un royaume souterrain qui serait relié à tous les continents. Et de là, les créatures utiliseraient des outils complexes et fantastiques pour tourmenter les humains à la surface de la Terre. Tourmenter les humains? Ah, il les tourmente. Le royaume de l'Agartha, il continue de véhiculer cette théorie de la Terre creuse qui prétend que l'intérieur de la Terre n'est pas uniquement composé de matière solide, mais il y a aussi des océans, des masses de terre auxquelles on peut accéder par des entrées présentes au pôle Nord, comme au pôle Sud, ou à travers de profondes failles de la surface de la planète. Je vous invite à aller faire un tour et de taper Mont Shasta en Californie, et là il y a plein d'entrées dans des réseaux de galeries complètement dingues. Est-ce le royaume de l'Agartha? Tous parano. De nombreux explorateurs romanciers ont publié des récits d'expéditions au pôle et ils y révèlent d'étranges péripéties. On va seulement citer le témoignage rapporté dans un ouvrage The Smoky God qui a été écrit par Willis George Emerson en 1908. Alors c'est basé sur le récit fait à l'auteur par un pêcheur norvégien, Olaf Jansen. Jansen et son père, ils auraient été pris dans une tempête et se seraient retrouvés ensuite aspirés dans le centre de la Terre où ils auraient séjourné 2 ans. Là, ils auraient rencontré un monde, des reptiles avec une civilisation. Voilà, ils expliquent comment ils vivaient, qu'ils pouvaient pas revenir, qu'ils n'avaient pas envie d'ailleurs. Et puis au bout d'un moment, ils ont accepté. Voilà. Enfin bon, bref, 2 ans et ils sont revenus. Un siècle plus tard, des histoires d'hommes qui reviennent de mondes souterrains, il y en a plein. Celui qui va faire le lien entre monde souterrain et reptilien, c'est un Américain du nom de John Rhodes, un spécialiste des ovnis, auteur de nombreux ouvrages et qui dirige le Reptoid Research Center. Le centre de recherche sur les reptoïdes. Qu'il a fondé pour rassembler ses adeptes, les tenir informés des publications, les encourager dans la recherche dans le domaine des reptoïdes,
Alors il écrit des livres, il compile des témoignages sur les preuves d'un monde souterrain, sur les preuves d'une présence reptilienne, et puis s'appuyant sur un article de l'Arizona Gazette de 1909, un an après Willis George Emerson, John Rhodes affirme que le canyon Colorado en Arizona se trouve en fait au-dessus d'une cité souterraine assez vaste pour abriter 50 000 personnes. 50 000 personnes. Une cité souterraine construite avec la même précision que la Grande Pyramide, ancien astronaute. Oh, mais là, les concordances sont troublantes. Ouais. Des corps momifiés ont été découverts depuis un siècle. Je te laisse imaginer ce qui, en termes de spéculation, est possible. Ouais, ils n'ont pas trouvé que ça. Ils ont trouvé aussi de nombreux artefacts, des objets en cuir aussi durs que l'acier. Tapez juste Stanton Cave sur un moteur de recherche et vous allez voir que croquis à l'appui, John Rhodes considère que c'est dans la région des 4 coins, Arizona, Utah, Colorado, Nouveau-Mexique, où il y a la plus grande concentration de bases souterraines reptiliennes. Ils abondent de par la planète. Rhodes, il dit, à partir de leur base souterraine, les reptiliens établissent un réseau qui s'infiltre ensuite à différents niveaux de la surface, dans les complexes militaires industriels, les corps gouvernementaux, les ordres religieux et fraternels. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'ils ont une civilisation sous terre et qu'à l'extérieur, quand ils sortent du monde, c'est pour tirer les ficelles dans les grandes places financières et géopolitiques. Les réseaux d'influence, les lieux de pouvoir. C'est vraiment un monde de parano. Tous parano. Concernant l'apparence reptoïde... Ah, voilà. À quoi il ressemble alors? Entre 1m65 et 2m75. Ben, moi je suis dedans. Toi aussi? Mais t'es peut-être un reptilien. Doté de longs bras. Fais voir. Ouais, ok. J'ai une belle envergure. 4 doigts par contre. Dont un pouce opposable. Et des petites griffes. Ah, ça t'as pas non plus. Alors ce que j'ai et qu'ils n'ont pas, c'est téton. Tu as un téton. J'en ai 2. Ok, t'en as 2. Nombril, 1. T'en as 2? Non, t'en as 1. Lèvres. T'en as combien? T'en as 2. Ok. Et eux, leur peau est recouverte d'écailles brun-vert. Alors que toi, t'as une peau désespérément humaine. Hein, donc je pense que tu n'es pas un reptilien. Non, mais ils peuvent prendre l'apparence humaine alors. Chers auditeurs, vous venez de remarquer qu'il laisse planer un doute sur sa nature humaine ou reptilienne. Je fais entre 1m65 et 2m75. En tout cas, il faudrait que tu aies des écailles vertes, plus petites au niveau des mains, de l'abdomen et du visage, pour permettre plus de flexibilité, bien entendu. Les reptiliens, ils ont des yeux à pupilles verticales, soit noirs, soit blancs. Leurs oreilles, ce sont des orifices, et leur nez, 2 fentes qui forment un V. Un petit peu comme les serpents, ils n'ont pas de pilosité. Mais certains d'entre eux ont des épines sous le menton, comme les lézards barbus. Méfiez-vous des barbus. Certains reptoïdes ont une queue et d'autres n'en ont pas. Donc bon, vous fiez pas à une queue qui traîne, c'est pas forcément que comme ça qu'on peut les reconnaître. Alors pourquoi on donne une description physique du reptilien aussi précise? Parce qu'en fait, on recense de nombreux témoignages de rencontres fortuites avec un lézard humanoïde. L'attitude envers les gens rencontrés, quand les personnes sont attaquées, est particulièrement agressive. La peur générée par ce type de rencontre est également importante. Il a mordu ma voiture. On voit bien là, tout le long, les endroits où il a mordu. On dit que c'est l'homme lézard. Plus que rencontrer, apercevoir un spécimen, il y a aussi l'entendre. Tu sais où je vais en venir? Mais oui, on va aller en Suède. Exactement. En l'an 2000, avec Olegka, qui fait parler de lui, car c'est un journaliste qui interviewe une reptilienne. Interviewer une reptilienne. Ça s'appelle les Lacerta Files, donc les fichiers Lacerta. Et donc c'est un véritable feuilleton sur Internet qui a fait date, parce que voilà, il publiait régulièrement des entretiens, Olegka, pendant 3 ans. Et ça a tenu en haleine toute une communauté d'internautes cryptozoologues, parce que Lacerta, donc c'est le nom de la reptilienne qui a accepté de révéler l'existence et le mode de vie des reptiliens dans des interviews. Lacerta confirme toutes les hypothèses émises par Rhodes, mais aussi par David Icke. Civilisation avancée, maîtrise des techniques et origine humaine récente grâce à l'intervention des extraterrestres là aussi. Lacerta. Si on fait tous parano, c'est aussi pour des cas comme ça. Ah bah oui, mais ça c'est des moments de pur bonheur. C'est là où tout notre travail d'investigation et de recherche, oui, est confirmé parce que on a quelqu'un qui se présente comme une étudiante reptilienne. Une étudiante reptilienne. Une étudiante reptilienne. Bon, déjà, on part de là. Alors déjà, c'est un peu sexy, quoi. On dit, tiens, il va rencontrer une étudiante reptilienne. Voilà. Bon, chacun ses fantasmes. Mais bon, quand même, c'est difficile de rester insensible. Elle est comment, cette Lacerta? Elle est plutôt curieuse de rencontres avec les humains. Elle a envie de fraterniser. Mais c'est une étudiante. Donc, qu'est-ce que c'est une étudiante qui fraternise? À notre époque, une étudiante qui fraternise a envie de partager.
Non, partagé. Bon, de quoi elle parle dans ces interviews? Tout. Elle parle de l'apparence des reptiliens. Elle raconte qu'ils aiment bien aller au soleil, se réchauffer. Elle nous explique que les reptiliens aiment être nus, qu'ils tournent leur dos vers le soleil, de manière à faire monter leur température de 8 à 9 degrés supplémentaires à quelques minutes. Cette montée de température produit des hormones et rend chaque organe plus actif. Et là, certains, elle nous dit simplement le plus grand plaisir qu'on puisse imaginer au-delà de l'excitation sexuelle. Alors on peut dire que Olegka aurait besoin de se trouver une copine. En tout cas, en 2003, les interviews ont cessé d'être publiées sans explication. C'est la Certa Files, eux, continuent de faire des millions d'écoutes ou de lectures depuis sur le web parce qu'elles sont faciles d'accès. Mais c'est un fait. Tous parano. Les reptiliens sont parmi nous. Je dis ça sans compter sur le hasard et le marché noir d'objets archéologiques. Puisqu'en 2015... un pilleur de sépulture, lors de fouilles clandestines. Ah bah évidemment, un pilleur, c'est jamais déclaré, par définition. Connu défavorablement des services de police, aurait découvert d'étranges corps de reptiles humanoïdes dans la région de Nazca au Pérou. Ouh là là. Là, c'est vraiment Indiana Jones. C'est tellement Indiana Jones que d'un tout pilleur de sépulture. En tout cas, lui, il s'est calmé. Repenti ou terrifié de sa découverte, il remet finalement, c'est incroyable, 4 petits êtres de 60 cm à l'université Incari, Cusco, au Pérou. C'est l'Institut Inca de recherche et de revalorisation indigène. Tout à fait. Et bien qu'il n'y ait aucune trace de ces recherches sur le site internet de l'Institut, on trouve pourtant beaucoup d'articles sur le web qui prétendent retranscrire les conclusions des scientifiques. Par exemple, prenons le site Alien Project. On y trouve des photos, des radios et aussi le résultat d'analyse de datation au carbone 14 effectué sur le spécimen baptisé Victoria et qui révélerait que l'individu aurait vécu une époque comprise entre l'an 800 et 1100. Les radiographies montrent même des œufs présents dans l'abdomen d'une de ces reptiliennes. Waouh! Il est quand même étonnant que les scientifiques sud-américains ne relaient pas eux-mêmes cette découverte, à l'inverse des adeptes du complot reptilien qui ont diffusé quand même largement cette histoire. Oui, non, mais il faut bien se rappeler que pour un chevalier blanc de la vérité complotiste, de toute façon, la vérité est cachée. Les reptiliens ont la capacité à maîtriser leur apparence. Il suffit de guetter chez les puissants, les pupilles élargies, pas que les puissants d'ailleurs. Des yeux rouges, des rétines illuminées par les flashs des appareils photo. Non, je dis oui parce que c'est super drôle. Il y a des milliers de vidéos dans toutes les langues qui proposent des arrêts sur image et qui dévoilent les failles justement du changement de forme de ces reptiliens. Donc il y a des personnalités politiques, des artistes, des people. Rares sont ceux qui échappent à l'observation pointue la complosphère. Ils prennent des morceaux de vidéos, ils font des arrêts sur image pour montrer là une langue un peu bizarre, les carotides qui gonflent. Notre Illuminati national. Il est là. En France, vous trouverez aussi bien des commentaires sur les yeux de Macron que sur la langue de Florence Foresti qui tourne de manière bien suspecte. En tout cas, l'œil perçant de Beyoncé, le goitre saurien chez la reine d'Angleterre, il y a tout ce qu'il faut. C'est un chouchou du web, ce reptilien, ce personnage qui permet de multiples montages, allant du comique au terrifiant, retouchant là les yeux d'Obama, ou faisant apparaître ici la peau verte d'un reptile, sous une fine peau humaine. Un peu comme dans la série V, quoi. Tout à fait, lorsque les extraterrestres à lézards déchirent leur combinaison de peau. Ça me rend parano. Je suis parano. Je suis parano. Tous parano. En 2014, Shane Warbrook, un citoyen d'Auckland. Le gars, il demande, par la voie officielle, une preuve que le Premier ministre de son pays n'est pas un reptilien. Et donc, contraint par la Constitution, le Premier ministre néo-zélandais, John Key, il est obligé de répondre très officiellement à cette curieuse question. Et lors de sa conférence de presse, le Premier ministre déclare au pays: alors, j'ai vu un médecin ainsi qu'un vétérinaire, et tous deux ont confirmé que je ne suis pas un reptile. Ouais, ça c'est l'humour néo-zélandais, vous apprécierez. Je vous l'assure, je n'ai jamais été dans un vaisseau spatial, jamais été dans l'espace, et ma langue n'est pas trop longue non plus. Enfin, les reptiliens arrivent comme ça à devenir une question sérieuse
que l'on vient poser à son chef de gouvernement. C'est le 21e siècle. Ça révèle qu'une théorie aussi originale que celle des reptiliens peut faire désormais incursion dans la vie démocratique. Le Premier ministre néo-zélandais qui met une pointe d'ironie dans sa formule, il répond avec le sourire devant la presse, mais cet épisode politique, pour nous, est relativement inquiétant. Jusqu'où ira la paranoïa ? La fiction a-t-elle définitivement colonisé le réel ? Vous avez 3 heures. Comme Don Quichotte, le héros de Cervantes, nous sommes ivres de lecture de romans de science-fiction, comme Don Quichotte de chevalerie, et on serait parfois incapable de discerner le vrai du faux, de séparer nos fantasmes des faits établis. Ce qui est certain, alors que je me sers le dernier verre, c'est que on écoute plus facilement les récits avec lesquels on a le sentiment de nourrir une proximité. Je m'explique. S'il te plaît. Il est plus aisé de suivre un raisonnement qui nous parle d'une domination, par exemple, de reptiles d'origine extraterrestre au XXIe siècle qu'au XIXe. J'ai entendu parler d'ovnis, d'invasion extraterrestre et d'évolution. C'est compliqué. Les reptiliens, c'est le fruit de ces récits qui se sont accumulés dans l'histoire. Une théorie du complot qui est apparue au moment où les hommes commençaient à voler dans l'espace, où la planète bleue a commencé à être observée depuis l'extérieur, d'un point de vue extraterrestre. Et c'est sûrement pas un hasard du calendrier. Le roman Les soucoupes volantes sont hostiles, nous l'avons vu, fondateur de la théorie reptilienne en 1967, en pleine course aux étoiles par les 2 blocs, joue sur le même moteur, les peurs inspirent. Les reptiliens, finalement, sont le révélateur d'une dissolution de la frontière entre fantasme et réel. Des reptiles qui viennent d'une autre planète ou des entrailles de la nôtre, des lézards humanoïdes qui ont la main mise sur le sort de l'humanité et se délectent de notre souffrance. Voilà un complot décidément fantastique et résolument pop. De quoi nous rendre tous parano, il n'y a pas de lézard. On se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Tous parano.